Dernière séquence dans ce Smart Impact, toujours depuis Bercy, dans le cadre de la Paris Infra Week, la Paris Infra Week. On parle de souveraineté numérique tout de suite avec Thomas Reynaud. Bonjour. Bonjour, bienvenue. merci pour votre invitation. Vous êtes le directeur général du groupe Iliad et Vincent Levita, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, le fondateur, le président d'Infravia. On a notamment parlé d'un projet d'investissement commun qui s'appelle Opcore qui vous réunit et dont vous allez parler d'ailleurs en plénière, en réunion dans un instant, en conférence. Peut-être un mot de présentation quand même du groupe Iliad en quelques mots. Alors Iliad Free, c'est la Freebox, c'est Free Mobile pour le plus grand bonheur de 23 millions de Français. Mais c'est aussi une présence dans 18 pays dans le monde. On est à la fois le 4e opérateur télécom en Amérique latine, mais aussi le 5e opérateur en Europe. Et c'est chaque jour 110 millions de personnes à travers le monde qui utilisent nos réseaux. Et depuis 5 ans, et c'est un peu la prolongation logique de notre métier d'opérateur d'infrastructure télécom, depuis 5 ans, on investit dans l'intelligence artificielle, dans la puissance de calcul, dans des data centers de dernière génération dédiés à l'intelligence artificielle. Ouais, et les enjeux de souveraineté, évidemment, ils sont au cœur de votre stratégie. Infravia, en quelques mots, Vincent Levita. Alors Infravia, c'est un fonds d'investissement indépendant qui pèse 20 milliards d'euros, qui investit partout en Europe. Tous les secteurs de l'infrastructure, les infrastructures digitales en priorité bien sûr, l'énergie, la mobilité. On investit également dans la tech et dans les matières premières, les métaux critiques. Je vais vous poser la même question à tous les deux. Je commence avec vous. Souveraineté numérique, qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière ces mots, derrière cet objectif? Bon, il y a énormément de choses. Le mot souveraineté est revenu à la mode. Bien sûr, la souveraineté, c'est de décider déjà de son destin. Donc ça passe par la politique et les ingérences, donc les données. La souveraineté aussi, c'est économique, ça veut dire effectivement faire en sorte qu'il n'y ait pas de retenue à la source opérée par les big tech étrangères. Donc c'est construire sa propre architecture d'infrastructure, d'énergie d'abord, d'infrastructure et de logiciels qui permet d'avoir les cartes pour gérer la compétition internationale. Ouais. L'énergie, on va évidemment en parler dans cette séquence. Souveraineté numérique, je disais, le groupe Iliad Free est au cœur de ces enjeux. Quelle part vous prenez? Puis alors, est-ce que le combat, il n'est pas difficile à regagner quand on voit la puissance des géants d'Internet aujourd'hui? Non, non. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que la souveraineté numérique, c'est pas seulement une question de compétitivité économique, de compétitivité de nos entreprises. C'est beaucoup plus important. Ce qui se joue avec l'intelligence artificielle, c'est la façon dont on s'informe, dont on se divertit. Et quelque part, ce sont nos cultures, nos valeurs. Et dans ce domaine-là, l'Europe, la France ne peut pas être à la merci d'une intelligence artificielle construite par d'autres. Ça sera malheur aux vaincus. Et on le voit déjà sous nos yeux, il y a une forme de diplomatie de l'intelligence artificielle qui est à l'œuvre par les Américains, par les Chinois. On voit que des décisions se prennent dans le bureau ovale sur des décisions d'autorisation d'export de puces Nvidia de dernière génération et qui ciblent certains de nos partenaires européens qui n'ont pas le droit d'accéder à ces puces. Donc c'est un chantier extrêmement important. J'ai envie de dire qu'il y a un nouvel ordre mondial de qui est en train de se dessiner avec l'intelligence artificielle. C'est pas trop tard. Et c'est pas trop tard. Il y a des acteurs qui investissent dans l'intelligence artificielle, dans les infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle, mais on doit se réveiller. C'est le moment. On est dans un moment de bascule et on doit agir tout de suite. Parce que les capacités d'investissement, on les a. Non, on a tous les ingrédients en fait, c'est ça qui est toujours très enthousiasmant et parfois un peu frustrant. On a tous les ingrédients, on a d'abord l'intelligence, l'éducation, on a les ressources intellectuelles en France, en Europe, on a le capital bien sûr, on a les entreprises, on a les investissements. Donc alors le frein il est où? Il s'agit de conjuguer tout ça pour éviter que les ingénieurs partent aux US, pour éviter que les grands groupes prennent des softwares américains, pour éviter que les infrastructures soient construites par les Chinois. Il s'agit de conjuguer tout ça. C'est notre travail au jour le jour. Ça se joue, la compétition est rude. Mais comme dit Thomas, le match fait que démarrer. Donc on est un peu en retard, mais le match fait que démarrer. Donc il faut le jouer. Alors on vous a réunis sur ce plateau pour parler d'Opcore. Opcore, c'est un projet d'investissement commun. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que vous avez mis en place, Thomas Reynaud?
Alors, ce que l'on souhaite mettre en place, c'est la première plateforme de data center dédiée à l'intelligence artificielle, dédiée aux usages cloud en Europe. Okay. Notre continent, et particulièrement la France, est en situation de sous-capacité. Si jamais je prends la puissance de calcul dédiée à l'intelligence artificielle, il y a un rapport de 1 à 10 aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis. Et ce que l'on souhaite mettre en place avec notre partenaire Infravia, c'est qu'on va déployer 3 milliards d'euros dans les 4-5 prochaines années pour développer la première plateforme de data center en Europe. C'est important parce que la plupart de nos concurrents sont détenus par des capitaux nord-américains et chinois. Et je pense que là, on est vraiment au cœur de la question de la souveraineté numérique. On va arrêter d'envoyer nos données aux États-Unis ou en Chine. On va pouvoir les garder, les gérer, les monétiser, les valoriser, c'est ça? C'est pas uniquement une question de données, c'est aussi une question de localisation. Oui, vous avez raison, c'est aussi une question de localisation de la puissance de calcul. Et ce que j'aime à dire, c'est que l'intelligence artificielle parfois peut paraître invisible, évanescente, mais derrière, il y a des enjeux d'infrastructure très visibles, des enjeux de distribution et de réseaux électriques. On a besoin de raccordement électrique et on a besoin d'investissement dans des data centers. Alors on va y venir sur l'énergie, mais alors on parle de quel montant d'investissement, à quel point ce projet OpCore est majeur? Bon, le montant d'investissement, il est potentiellement infini. Aujourd'hui, on a débloqué 4 milliards pour investir parce qu'on a identifié les projets. Les data centers, l'avantage, c'est que c'est une compétition locale. Ils doivent être situés en France, donc du coup, ça nous donne un angle. Ils doivent être portés par une demande qui est d'abord le cloud, qui elle est là. Demain, l'intelligence artificielle qui démarre. Donc on a 4 milliards d'investissements qui correspondent à des besoins qu'on a identifiés. Et puis si le marché monte, on sera capable de suivre. On a autour de nous tous les moyens nécessaires pour faire de cette plateforme un acteur majeur. À l'instant T, c'est combien de data centers dans la première phase du projet? Aujourd'hui, nous sommes présents dans plusieurs pays. On a 8 data centers en Europe et on souhaite privilégier en termes d'implantation des pays où on a une énergie décarbonée. Et là, la France a une formidable carte à jouer, mais aussi la Suède ou la Finlande, et une énergie disponible, décarbonée et à un prix compétitif. Parce qu'effectivement, cet enjeu énergétique, vous maîtrisez ça, mais peut-être que pour nos téléspectateurs, téléspectatrices, c'est intéressant de le détailler. À quel point ce déploiement des data centers liés à l'intelligence artificielle, à la place qu'elle prend de plus en plus dans nos usages, dans notre quotidien, ça suppose des capacités d'énergie importantes. L'énergie, j'ai envie de dire, est, je ne vais pas dire la mère de toutes les batailles, mais quasiment. Quasiment, oui. Et c'est Sam Altman, le fondateur de OpenAI, fondateur de ChatGPT, donc qui le dit. Le coût de l'intelligence artificielle convergera vers le coût de l'électricité. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'électricité pour développer nos data centers, pour développer la puissance de calcul. Mais est-ce que ça veut dire une sorte de bataille autour de l'énergie ? Parce que ça se rajoute à d'autres usages liés à l'électrification. Et comme je le disais, c'est là où la France a une carte à jouer. D'une part, avec une énergie décarbonée. D'autre part, nous exportons notre énergie de manière massive en France. Et l'enjeu, et là c'est pour Vincent et pour les fonds d'infrastructure, c'est accélérer la capacité à raccorder nos data centers au réseau électrique. Je crois vraiment que le facteur limitant, c'est pas tant la production à date en 2025, c'est plutôt la capacité de raccordement. Il est totalement anormal qu'en Europe et particulièrement en France, on mette 3 ans et demi en moyenne pour sortir un data center de terre, en raison de blocages administratifs, de permis de construire, mais aussi de raccordement au réseau électrique. Là où aux États-Unis, il faut moins de 12 mois pour sortir un data center de plus d'1 gigawatt, par exemple dans des États comme la Virginie. Alors justement, Vincent Levita, comment vous pouvez répondre à cet enjeu dont Thomas vient de parler ? Non, mais là, c'est là que les politiques publiques doivent avoir leur rôle. Effectivement, la croissance des data centers est portée par la demande. Les acteurs sont là, les capitaux sont là. Le facteur limitant, c'est l'énergie. Je suis content que Sam Altman l'ait dit parce qu'Infravia le dit depuis 15 ans. L'énergie, c'est la condition de compétitivité et de développement de votre industrie. Heureusement que les événements récents géopolitiques ont permis au pouvoir public de s'en rendre compte. Donc maintenant, on a effectivement l'électricité disponible. C'est une question aussi d'infrastructure, de raccordement. Les investissements sont possibles. Il faut aussi
que l'État ait une politique énergétique au niveau de l'Europe et au niveau de la France qui permette de faire ça. Mais aujourd'hui, on voit bien que c'est le facteur limitant. On a parfois des situations un petit peu ubuesques entre la priorité qu'on donne à la demande et le temps d'exécution des choses. Bon, après, l'infrastructure, c'est une histoire de terme, donc on n'a pas obligé d'être prêt dans 5 minutes. Mais c'est là qu'il faut un plan lourd. Effectivement, on exporte de l'énergie quand même, et nous, on nous donne 4 ans de temps de raccordement. Donc des fois, on marche un peu sur la tête. Ouais. Donc vous demandez de la simplification, de l'accélération et peut-être aussi de la vision, parce qu'on attend toujours un plan de programmation pluriannuelle de l'énergie. Je ne sais pas comment je vais vous poser la même question à l'un et à l'autre. Peut-être, je commence avec vous, Thomas Reynaud. Bon, on est dans un contexte politique que l'on connaît, mais à quel point ça vous freine? J'imagine que vous n'attendez pas ce plan pluriannuel pour avancer, mais quand même. On essaie de faire abstraction de la prochaine loi de finances. Et heureusement qu'on n'a pas les yeux rivés sur la prochaine loi de finances. Là, on n'y comprend plus rien. Là. Quand on est en train d'investir pour les 10 prochaines années. Nos enjeux sont à l'échelle d'une décennie. Ils ne sont pas à l'échelle de quelques mois. Donc, on fait preuve d'optimisme. Mais oui, il y a une question de volonté politique. Volonté politique à plusieurs égards. Déjà, donner de la stabilité réglementaire, fiscale, c'est essentiel lorsque l'on investit de tels montants. Deuxième élément, c'est que l'Europe doit sortir d'une certaine forme de naïveté. Quand je regarde un certain nombre de grands succès de la tech américaine, prenons SpaceX, qui a totalement révolutionné l'industrie spatiale. Ils ont bénéficié à plein de la commande publique américaine au travers de la NASA. Où est aujourd'hui la commande publique européenne? On ne parle pas de subventions. Nous, entreprises, nous, les investisseurs qui sont là, ne veulent pas de subventions. On veut de la commande publique. Il est temps de sérieusement réfléchir à un European Digital Buy Act où, je ne dis pas la totalité, mais une partie de la commande publique européenne dans le domaine du numérique, à minima 30%, soit fléchée vers des acteurs européens. Alors, je repose la même question sur cette loi de programmation de l'énergie. Non, mais je peux encore redire ce que Thomas a dit. Nous, effectivement, on investit pour 10, pour 20 ans. Le problème de la loi de programmation énergie, c'est qu'elle mélange des enjeux politiques, des enjeux industriels et des enjeux économiques. Donc on essaie de faire abstraction de tout ça. Objectivement, quel doit être le mix énergétique de l'Europe à 15 ans si on veut avoir de l'énergie disponible, de l'énergie compétitive et de l'énergie verte? On le connaît. Comment on va aller à cette cible-là dans 15 ans? Ça dépend des régulateurs et des politiques. C'est malheureusement pas notre affaire. On n'est pas en Chine, donc on ne peut pas dire allons-y, on y va et le lendemain on y est. Donc il faut accepter les règles du jeu. Nous, on fait le pari que dans 15 ans, on aura le mix énergétique nécessaire en Europe pour avoir encore une fois de l'énergie disponible, compétitive et verte. Et on construit nos infrastructures en fonction de ça, de manière à être prêt à répondre à cette offre. Et ça veut dire que, on va terminer là-dessus, il nous reste un peu moins d'une minute, Thomas Reynaud, c'est quand même une décision ou une dimension européenne? C'est-à-dire que la France toute seule ne va pas pouvoir donner ce coup d'accélérateur en termes d'intelligence artificielle. Quand on parle de champion, c'est un champion européen qu'il faut créer? Non, les enjeux d'intelligence artificielle se pensent uniquement à l'échelle européenne. Ça passe par plusieurs leviers, je l'ai dit. Réorienter la commande publique et assumer au niveau de Bruxelles une commande publique fléchée vers des acteurs européens. Maintenir notre excellence scientifique, c'est un des grands atouts de l'Europe et particulièrement de la France. Tous les ingénieurs, les chercheurs derrière l'IA, vous en avez bien un bon quart dans le monde qui sont français. Et bien ceux-là, ils doivent arrêter de partir sur la côte ouest américaine, ils doivent rester en France et on doit leur donner des conditions de travail qui leur permettent, en France ou en Europe, qui leur permettent de se développer. C'est le sens, par exemple, de notre initiative QTI, ce laboratoire de recherche indépendant, doté de 300 millions d'euros pour faire revenir ces chercheurs européens, cette excellence scientifique sur notre continent. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci. Je vais vous laisser enchaîner parce que ce que vous venez de nous dire, vous allez le dire en séance dans quelques minutes. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change et bonne Paris Infra Week. Salut.